Welcome everyone to the launch of PowerShift. Bienvenue à tous et à toutes au lancement de changement de pouvoir, pourquoi nous devons sevrer nos systèmes alimentaires des combustibles fossiles. Merci d'avoir pris le temps d'assister à cette réunion avec cette discussion importante. Je suis Adria Vassil, je suis l'éditeur en chef de Corporate Knights. Il s'agit d'un magazine sur l'économie durable qui est distribué avec le Globe and Mail, le Washington Post, etc. Et je vais vous donner tout de suite un aperçu de la réunion d'aujourd'hui. Il va y avoir des remarques d'ouverture. Nous allons ensuite revenir sur le rapport dont je vous ai parlé. Suivra une discussion et nous aurons également un temps de questions-réponses pour le public. Ne l'oubliez pas. Suite à la séance de questions-réponses, il y aura une intervention de clôture avec une invitation pour la COP28. Tout au long de la réunion, il y aura plusieurs questions de sondage, alors n'hésitez pas à réfléchir à ces questions. Nous laisserons le temps également après chaque question. Notamment, si vous souhaitez participer à la séance de questions-réponses, vous pouvez le faire en posant vos questions dans la box questions-réponses. Nous proposons un service d'interprétation vers le français et l'espagnol. Pour en profiter, cliquez sur l'icône en bas en droite de votre écran et choisissez la langue de votre choix. Ce webinaire sera enregistré dans les 3 langues et nous partagerons les enregistrements avec vous à la fin de la réunion. Voici Anna Lapé. Merci à tous et à toutes d'être avec nous. Bonjour, bonsoir, où que vous vous trouviez. Je m'appelle Anna Lapé, je suis la directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je souhaiterais vous dire quelques mots sur notre alliance. J'introduirai ensuite la conversation d'aujourd'hui et ensuite je passerai la parole aux intervenants du jour. J'espère que ce sera une discussion dynamique, intéressante. Si vous ne nous connaissez pas, nous sommes une alliance stratégique de fondations philanthropiques. Nous travaillons avec des partenaires dans le monde entier. Parmi beaucoup d'entre vous, nous engageons à transformer les systèmes alimentaires mondiaux afin de favoriser une meilleure santé, durabilité et équité. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur notre rapport qui vient d'être lancé, changement de pouvoir, pourquoi nous devons sevrer nos systèmes alimentaires des carburants fossiles. C'est un exemple de notre travail. Un nombre croissant de bailleurs, de militants de la société civile et de législateurs ont compris l'importance de la transformation des systèmes alimentaires et de la transition énergétique pour assurer la stabilité climatique. Néanmoins, ces discussions ont lieu très souvent dans des silos, dans des compartiments, tout simplement, en partie parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a un lien très fort entre l'alimentation et l'énergie. Aujourd'hui, nous avons commandé ce rapport pour identifier ce lien, pour décrire les compromis, synergies, lacunes, opportunités qui existent dans ce lien et fournir des recommandations pour la collaboration des bailleurs, des législateurs et des militants. Ce rapport fournit la première estimation d'utilisation de carburants fossiles à l'échelle mondiale et dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire des exploitations aux assiettes. Et cela ne vient que confirmer que nous devons sevrer nos systèmes alimentaires ainsi que d'autres secteurs économiques des carburants fossiles et nous tourner vers des pratiques, des systèmes plus durables et centrés sur l'être humain. Nous souhaitons mettre en avant ce lien en vue de la COP28. C'est un État pétrolier qui va accueillir la COP28 et nous sommes inquiets parce que la présidence met l'accent sur les systèmes alimentaires et cela pourrait être une tactique pour détourner notre attention de toute action sur le sujet des carburants fossiles. Les discussions sur l'alimentation et l'agriculture domineront l'ordre du jour de la COP28, mais ne parleront pas trop de la sortie des carburants fossiles. C'est assez suspect. Notre objectif, c'est donc de venir combler cette lacune et de mettre en avant la nécessité d'adopter une approche holistique pour relever les défis dans les secteurs énergétiques et alimentaires. Aujourd'hui, nous allons vous en dire plus sur le rapport et il y aura ensuite un panel d'intervenants prestigieux. Nous sommes ravis de les accueillir. Merci.
Bien, avant d'en savoir plus sur le rapport en lui-même, nous allons lancer notre première question, notre premier sondage. Et la question est la suivante: quel est l'aspect du lien alimentation-énergie sur lequel vous travaillez? Les réponses sont des campagnes sur les produits agrochimiques, l'agroécologie et l'agriculture régénérative, les biocarburants et le biogaz, les énergies renouvelables, les alimentations saines et durables, la consolidation et l'influence des entreprises, autres, ou bien aucun aspect. Prenez quelques secondes pour choisir l'option de votre choix. Ensuite, nous vous ferons part des résultats. Voici les résultats. Très intéressant. La majeure partie d'entre vous, presque la majorité d'entre vous travaillent dans l'agroécologie et l'agriculture régénérative. C'est à hauteur de 49%. Ensuite, on retrouve à 38% les alimentations saines et durables. C'est une répartition assez intéressante. Vous travaillez tous sur des aspects très importants de ce lien entre l'alimentation et l'énergie. Merci d'être avec nous. Et maintenant, je vais passer la parole à Alex Cheval, qui est un partenaire associé chez Dalbert Advisor, un cabinet de conseil à impact social. C'est l'un des membres du domaine d'activité énergie et agriculture. Alex, à vous la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous. Je vais partager quelques informations sur le rapport. Vous verrez bientôt s'afficher les diapositives de la présentation. Tout d'abord, je souhaiterais vous présenter certains des messages clés du rapport. Et donc, nous allons nous concentrer sur plusieurs d'entre eux. N'hésitez pas à poser des questions en utilisant le bouton questions-réponses en bas de votre écran et j'essaierai de répondre à toutes les questions hors ligne sur le chat. Commençons avec les messages clés du rapport. L'un des principaux messages que nous souhaitons mettre en avant, c'est le fait que les systèmes alimentaires et énergétiques sont interconnectés. Vous aurez un graphique qui reviendra représenter cet entrecroisement un petit peu plus tard. Si vous n'étiez pas au courant de ce fait, ce dont il faut se rappeler, si vous lisez ce rapport, c'est que ces deux systèmes sont interconnectés, tant et si bien que l'on ne peut pas transformer les systèmes alimentaires sans traiter la question de la consommation des carburants fossiles dans la production alimentaire, dans la consommation alimentaire, etc. Et à l'inverse, nous ne serons pas en mesure de réduire notre consommation de carburants fossiles sans modifier les systèmes alimentaires, puisque ils représentent une partie très importante de notre consommation de carburants fossiles. Ce rapport n'est pas une recherche directe. Nous avons réuni plusieurs sources qui ont étudié la part de carburants fossiles qui représentent les systèmes alimentaires à l'échelle internationale. Nous avons conclu qu'au moins 15% des carburants fossiles utilisés chaque année le sont dans les systèmes alimentaires. Et ce secteur est l'un des principaux consommateurs de carburants fossiles, puisqu'il représente plus que les émissions des États membres de l'Union européenne et de la Russie ensemble. D'autres études futures pourraient ensuite mettre en avant des chiffres encore plus élevés. Et parmi les facteurs qui font que le système alimentaire consomme autant de carburants fossiles, c'est que les systèmes alimentaires sont très énergivores.
Beaucoup d'entre vous le savent déjà, et à chaque étape du système de production, une grande quantité de carburants fossiles sont consommés. Et plus nous consommons des produits transformés, et plus nos systèmes alimentaires consomment de l'énergie. Autre chose importante, il y a de plus en plus de produits transformés, ce qui fait qu'il y a de plus en plus d'énergie consommée, mais ce n'est pas tout. Plusieurs intérêts sont en place et viennent résister au changement, notamment dans le secteur du carburant fossile qui a fait de nombreux investissements dans la pétrochimie, dans d'autres produits dérivés qui sont souvent utilisés dans les systèmes alimentaires industrialisés en particulier. Donc ces intérêts en jeu ne viennent pas nous aider à nous sevrer de ces carburants fossiles. Nombre des personnes que nous avons interrogées dans le cadre de ce rapport nous ont dit que nous devons vraiment nous tourner vers de nouvelles pratiques pour éliminer les carburants fossiles des systèmes alimentaires. Et parmi ces pratiques, on peut retrouver l'agroécologie, l'agriculture basée sur la nature, la réduction de la consommation de produits ultra transformés. Et donc, nous devrions également nous concentrer sur des chaînes de valeur locales. Je vais maintenant vous montrer plusieurs graphiques tirés du rapport qui nous ont semblé particulièrement marquants. N'hésitez pas à poser des questions dans la boîte questions-réponses. Et l'une des choses que l'on peut dire sur le lien très fort entre l'énergie et l'alimentation, eh bien comme vous le voyez sur la diapositive, il y a une représentation simplifiée des systèmes alimentaires à travers les différentes étapes de la chaîne de valeur, de la production des intrants à la production des produits jusqu'à la consommation. Bien entendu, il s'agit d'une représentation simplifiée d'un système très complexe, mais en jaune, vous trouvez toutes les étapes du processus où de l'énergie est consommée. Et l'enseignement à tirer ici, c'est qu'à chaque étape du processus, nous dépendons sur la consommation de carburants fossiles pour donc, le système alimentaire industrialisé. Il y a d'autres types d'interactions dont il faudrait tenir compte. La production d'énergie provient également des systèmes alimentaires, donc c'est un sujet que nous abordons également dans le rapport. Donc, ces deux systèmes sont interconnectés, et si l'on passe à la diapo suivante, l'on pourra voir ce que j'ai dit il y a quelques secondes. L'intensité énergétique des systèmes alimentaires industrialisés. Et donc, dans le rapport, nous mettons en avant plusieurs exemples. Et on se concentre notamment sur les protéines alternatives, qui est un type de produit ultra transformé. Et donc, on peut comparer l'intensité énergétique d'un kilo de poulet cultivé en laboratoire, et l'on peut voir que cette activité consomme 6 fois plus d'énergie que le poulet naturel. Donc là, je parlais de protéines alternatives qui donc ont une empreinte énergétique bien plus importante que les protéines naturelles. Et ce que l'on voit aussi dans le rapport, ce qui est très intéressant, vous verrez, il y a d'autres graphiques qui viennent montrer que différents types de produits transformés peuvent présenter différents niveaux d'intensité. Mais passons au prochain message. Nous avons montré dans le rapport les différents types d'interactions qu'on voit entre l'alimentation et l'énergie et les différentes implications que cela peut avoir sur les systèmes alimentaires et les systèmes énergétiques. Ce qu'on souhaitait montrer, une chose sur laquelle on s'est vraiment concentré dans ce rapport, c'est
la dépendance énergétique des systèmes alimentaires vis-à-vis des combustibles fossiles. Mais on voit également qu'il y a d'autres choses en jeu qui résultent des interactions entre ces systèmes. Il y a des résultats positifs, par exemple la diversification des revenus pour les agriculteurs, la création d'autres systèmes alimentaires, la diversification des chaînes de valeur, avec par exemple la production d'énergie à partir des déchets, mais il y a également des résultats négatifs qui résultent de ces interactions. Par exemple, la croissance de l'élevage qui peut être encouragée, ce qui entraîne une augmentation de la pollution, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, cela contribue également à une augmentation de la pollution des cours d'eau, la pollution atmosphérique. Donc, nous nous sommes intéressés aux implications environnementales, sociales et économiques des interactions entre énergie et alimentation. Sur cette diapositive, on voit une chain of food systems, right? Where do we see the impact and who is being impacted by those interactions between energy and food systems? And so you'll see a lot of negative implications happening here. For example, lots of negative implications around land use and agricultural production, from infringement on farmland land rights, loss of agricultural livelihoods, incentives to intensify production approaches instead of shifting to regenerative and nature-based farming, or things like at the retail and consumption stage, emissions from transport, lack of access to food, excess food and waste, and all the emissions generation from Et that. toutes So there's a lot les- going on, as you can see, lots of actors that are impacted by these Comme different. vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'interactions. One of the questions that we asked as part of Et dans le cadre de ce rapport, nous avons posé une question, c'est qu'est-ce que cela signifie? Comment mieux travailler sur l'interaction entre l'énergie et l'alimentation? Comment commencer à traiter plusieurs de ces implications? Il y a eu plusieurs entretiens avec de nombreux acteurs des systèmes alimentaires et nous avons cartographié tous les efforts qui sont faits en ce moment dans les systèmes alimentaires. On le verra sur la diapo suivante. Vous voyez sur cette diapo les différentes organisations qui travaillent dans le domaine de l'alimentation et de l'énergie. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'organisations qui travaillent sur le sujet. Et je vous le dis, dans le cadre de la réflexion qui a eu lieu pour générer ce rapport. Nous avons demandé à beaucoup de ces acteurs le sujet sur lequel ils aimeraient se concentrer à l'avenir. Et certains regrettent de ne pas avoir eu l'opportunité de mieux collaborer. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine diapo. Nous avons fait une cartographie des opportunités de collaboration. Nous leur avons donné un ordre de priorité en nous basant sur l'impact qu'elles peuvent avoir et en les comparant sur les opportunités de collaboration concrètes. Vous voyez ici beaucoup de propositions. Nous souhaitons votre opinion pour savoir si nous avons trouvé juste, mais nous trouvons parmi les opportunités sortir des carburants fossiles ou passer à des pratiques agroécologiques. On a parlé également de se tourner vers une alimentation végétale, de passer également à une production alimentaire basée sur les énergies renouvelables, effectuer un suivi de la consolidation des entreprises et des intérêts qui empêchent la transformation des systèmes alimentaires et revoir les politiques qui créent des implications négatives sur l'énergie et l'alimentation. Je vais m'arrêter là pour pouvoir laisser plus de temps aux intervenants, intervenantes. Voici
en gros les conclusions du rapport. Évidemment, vous aurez accès à plus d'informations sur le site web de l'Alliance mondiale et j'ai hâte de voir vos questions dans le chat et dans l'onglet questions-réponses. Merci de votre attention. Merci Alex, merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer à la deuxième question du sondage. La question est la suivante. Quel est le principal obstacle à la collaboration entre les parties prenantes dans le domaine de l'alimentation et de l'énergie? Les réponses possibles sont les suivantes. Le manque de sensibilisation sur le lien entre l'alimentation et l'énergie, l'absence de vision globale claire de la transformation des systèmes alimentaires, les pensées et approches cloisonnées, les idéologies, priorités divergentes, les structures de gouvernance ou autres. And the results are in. Et les résultats s'affichent à l'écran. 40% d'entre vous ont parlé des idéologies, des pensées et approches cloisonnées, des idéologies et priorités divergentes pour 30%, et suivi de près par l'absence de vision globale claire de la transformation des systèmes alimentaires. Excusez-moi, j'ai eu quelques difficultés techniques, dit Adria, mais me revoilà. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous inviter à la table ronde. Je vais vous présenter nos invités. Darren Qualman travaille pour le Syndicat national des agriculteurs du Canada en tant que directeur de la politique et de l'action en matière de crise climatique. Il est l'auteur du rapport intitulé Tackling the Farm Crisis and the Climate Crisis, a Transformative Strategy for Canadian Farms and Food Systems. Il est également l'auteur du livre Civilization Critical Energy, Food, Nature and the Future. J'ai également à mes côtés Saúl Elias López, président de l'Association des agriculteurs familiaux du Venezuela. Il est ingénieur agronome et président de la Société vénézuélienne des ingénieurs agronomes. Enfin, et non des moindres, Karina Milston. Elle est directrice exécutive de l'organisation caritative Feedback Global, basée à Londres et à La Haye, qui mène des campagnes sur l'alimentation. Elle est également la fondatrice d'une organisation caritative nationale britannique, The Orchard Project, qui travaille avec les communautés pour planter des vergers dans les zones urbaines. Elle est également l'autrice de Frugal Value, un ouvrage universitaire sur la nature du secteur privé dans une économie basée sur la décroissance. Bienvenue à vous trois. Alors, je me tourne tout d'abord vers Darren. Darren, on a vu la présentation du rapport, il y a beaucoup de choses à explorer et je me demandais quelles sont les conclusions du rapport, les idées qui ressortent et qui correspondent au contexte canadien. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les agriculteurs de votre pays, de mon pays également, pour réduire leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles? Eh bien, deux exemples. Je suis ravie de voir l'accent mis sur les engrais au niveau des intrants. Au Canada, il y a vraiment une augmentation de l'utilisation des engrais. Cette utilisation a doublé ces 20 dernières années. Et ce rapport, il dit très clairement que les engrais sont l'un des facteurs principaux qui permettent l'augmentation de la consommation des combustibles fossiles dans les systèmes alimentaires. C'est vraiment via les engrais. Les engrais sont une façon de faire entrer les combustibles fossiles dans les systèmes alimentaires. Par ailleurs, il y a également un accent mis sur les biocarburants et je pense qu'il faut vraiment avoir une vision globale et faire le lien entre les engrais d'une part et les biocarburants d'autre part. En fait, de manière ironique, ce qui se passe dans les systèmes alimentaires, c'est qu'on transforme l'énergie en aliments puis en énergie. Et c'est une chose tout à fait irrationnelle. Si on s'interroge sur les
défis liés à la dépendance de l'agriculture canadienne vis-à-vis des combustibles fossiles, eh bien, en fait, on peut prendre l'allégorie d'un tapis de course. On demande aux agriculteurs d'être toujours plus performants, de produire plus, notamment pour l'exportation, et on demande une utilisation croissante d'intrants et donc une consommation croissante de combustibles fossiles et donc une aggravation du changement climatique. Et donc, voilà en résumé le contexte de l'agriculture canadienne. Merci. Saoul, vous êtes le président de l'Association des agriculteurs familiaux du Venezuela. De nombreux agriculteurs vénézuéliens ont été confrontés à des pénuries de combustibles fossiles ces dernières années. Alors, avez-vous adopté des pratiques ou des alternatives spécifiques en matière de durabilité pour réduire votre dépendance à l'égard des combustibles fossiles et des intrants chimiques? Alors, merci beaucoup pour cette question, dit Saoul. Eh bien, depuis 2019, il y a une crise sociale et économique au Venezuela et donc il y a une utilisation moindre d'engrais dans le pays. Ceci en raison du fait qu'il y a des coûts de production élevés au Venezuela, la production de cultures telles que le riz, le maïs est équivalent au coût sur les marchés internationaux. Autrefois, le gouvernement subventionnait ces engrais et donc les engrais étaient extrêmement bon marché. Et donc il y avait une utilisation très répandue des engrais de synthèse au Venezuela. Mais depuis 2019 jusqu'à présent, nous utilisons beaucoup moins d'engrais de synthèse dans l'agriculture au Venezuela. Donc c'est une bonne nouvelle. Par ailleurs, nous faisons le lien entre les technologies agricoles et l'agroécologie. En fait, de nombreuses personnes disent que ce sont des choses contradictoires. Or, avec l'Association des agriculteurs familiaux du Venezuela, nous montrons qu'il est important d'utiliser ces deux outils à notre disposition, donc les technologies agricoles et l'agroécologie. Si nous pouvons mieux mesurer, mieux utiliser les données climatiques ou autres et ainsi utiliser moins de produits chimiques, eh bien c'est très utile. Cela nous permet également d'utiliser moins de bio-intrants. Cela nous permet d'utiliser beaucoup moins de matières premières. Et au final, c'est un partenariat gagnant pour les agriculteurs et pour leurs champs et pour la productivité. Merci beaucoup. Merci d'avoir présenté un petit peu plus en détail le contexte du Venezuela. C'est intéressant de voir ce qui se passe lorsqu'on a moins accès aux combustibles fossiles pour une raison ou une autre. Merci beaucoup. Karina, je me tourne vers vous. Chez Feedback, vous menez plusieurs campagnes sur les bioénergies, les déchets alimentaires, le gros bétail. Alors, pourriez-vous nous parler un petit peu de votre travail et en quoi ce travail touche au lien entre l'alimentation et l'énergie et l'élimination progressive des combustibles fossiles? Bien, je vais vous parler déjà de notre travail sur le gaspillage alimentaire, la viande et l'élevage. La réduction du gaspillage alimentaire, la réduction de la viande, c'est une façon très facile de commencer à se détourner du combustible fossile dans le système alimentaire. Et cela, comme
Vous le savez, donc il y a un tiers des produits denrées alimentaires qui sont cultivés qui ne sont jamais mangés. Il y a beaucoup de terres qui sont cultivées, à hauteur de 40% pour les animaux, pour nourrir les animaux, et cela nécessite beaucoup d'engrais. Les produits alimentaires, certains ont une valeur nutritionnelle très limitée, avec notamment les protéines animales synthétiques, et cela peut avoir une empreinte énergétique, une empreinte au niveau des terres énorme. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose que nous devons éliminer. Et la production de viande dans les pays développés est aussi très énergivore. Donc si nous souhaitons moins dépendre des carburants fossiles, nous devons commencer par là. En revenant sur la viande, on parle toujours des combustibles fossiles, mais bien entendu, il y a des bénéfices en termes de santé et de biodiversité qui seraient engendrés par la réduction de la viande. Nous devons également parler de cette question sous l'aspect de la vente, avec ce processus des champs, de l'exploitation à nos assiettes. Et il faut absolument agir pour normaliser et arrêter de normaliser la surproduction de produits alimentaires dans la chaîne de valeur. C'est un impératif sur lequel nous focalisons nos efforts en commençant par les mesures les plus simples à adopter, et donc réduire la surproduction. Je pense que c'est l'une des mesures les plus simples que nous pourrions prendre. C'est la même chose pour le gaspillage alimentaire. C'est une tragédie environnementale. C'est un scandale puisqu'il y a beaucoup de malnutrition. Mais pour ce qui est de la phase de la production, il y a des denrées qui ne sont jamais consommées, de la viande, et qui consomment des carburants fossiles, qui créent de la pollution. Et ça, c'est un grand problème. Il y a aussi la production de déchets d'élevage et une grande empreinte. Enfin, il y a également cette idée de la production d'énergie sur les exploitations agricoles. Nous continuons nos recherches, nous souhaitons nous concentrer davantage sur cette question, comme nous l'avons déjà dit. Nous devons revoir ces modèles qui génèrent énormément de déchets alimentaires. Et il y a eu des exemples de détournement de subventions en Irlande et dans d'autres pays qui sont venus donc soutenir l'industrie de l'élevage. Vous connaissez également les cultures énergétiques. C'est un concept qui n'est peut-être pas connu. Ça a l'air assez choquant, mais c'est une situation dans laquelle des animaux d'élevage sont considérés comme étant de l'énergie pour obtenir des subventions. Alors c'est vraiment choquant, c'est indésirable. C'est un problème très complexe que nous devons explorer davantage. C'est un concept que les législateurs comprennent peu. Voilà, pour moi, ce sont vraiment les problèmes qui sont au sein de cette transition, de ce sevrage des carburants fossiles au sein des industries alimentaires. Darin, y a-t-il des facteurs ou des opportunités régionaux uniques en Amérique du Nord qui pourraient nous aider à sevrer l'agriculture des combustibles fossiles? Oui, Adria. Alors, je pense qu'il y a de grandes opportunités à saisir pour les carburants fossiles et le dioxyde de carbone. Dans l'agriculture, nous pouvons réduire ces substances, je vais vous en parler. Mais il y a certaines choses qui sont assez prometteuses avec les dioxydes de carbone et les carburants fossiles. C'est qu'on peut les réduire à zéro. Et si l'on prend l'Amérique du Nord,
Dans certains cas, il y a plus de capitaux à investir à long terme et nous pourrions peut-être voir des tracteurs qui fonctionnent avec des énergies renouvelables et non pas avec des carburants fossiles. Alors, cet objectif pourrait être atteint, ça va prendre du temps, mais il y a d'autres objectifs que l'on pourrait atteindre plus rapidement en décarbonisant le secteur. On pourrait, par exemple, changer l'utilisation des engrais parce que les engrais, c'est une barrière importante à la sortie des carburants fossiles. Donc, nous devons examiner, prendre acte des quantités d'engrais que nous utilisons et ces quantités pourraient être produites à l'aide d'énergies renouvelables au lieu de gaz et de combustibles fossiles. Et je pense donc qu'ici, en Amérique du Nord, nous avons des opportunités à saisir. Les gens commencent à se mobiliser pour amorcer la transition et sevrer les systèmes alimentaires des carburants fossiles. Et d'ailleurs, c'est déjà en train d'arriver, mais beaucoup reste à faire, dit Adria. Avant de passer à la question suivante, je souhaite m'adresser à Saoul. Si vous souhaitez vous adresser à nous en espagnol, vos propos seront traduits par nos interprètes. Et maintenant, voici ma question. Quels sont les bénéfices que cette transition vers des systèmes alimentaires dénués de carburants fossiles pourrait offrir aux agriculteurs et aux consommateurs? Bien, eh bien, je vais répondre en espagnol. Les bénéfices que nous voyons actuellement au Venezuela dans les systèmes alimentaires, il y a des entreprises, proviennent des entreprises qui sont en train d'amorcer une transition énergétique et qui intègrent des énergies renouvelables. Bien sûr, ces bénéfices en sont encore à un stade très précoce. Le gouvernement ainsi que d'autres organisations ne fournissent pas assez de subventions pour favoriser et encourager l'utilisation d'énergies renouvelables, ce qui nous permettrait de profiter des bénéfices de cet investissement. Voilà pourquoi, pour nous, il est crucial de participer à la COP28. Cela nous permettra d'aborder cette question du captage du dioxyde de carbone et nous parlons également de la compensation carbone. Nous avons beaucoup de forêts et à cause de la crise socio-économique et de la situation ici au Venezuela, notamment la réduction de la production de pétrole, les forêts sont restées telles quelles. Même s'il y a eu un écocide dans la région minière, dans le Bolivar. Mais dans d'autres États, les forêts sont restées là, sont restées intactes et qu'elles peuvent être utilisées pour compenser les émissions de carbone. D'autre part, les énergies renouvelables, si elles deviennent moins chères, nous pourrons les intégrer. Donc, pour le moment, nous n'avons que très peu de bénéfices à utiliser les énergies renouvelables. Merci, Saoul, pour ces informations. Je me tourne vers Farid et Karina. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les difficultés rencontrées par vos campagnes? Il y a des groupes alimentation, des groupes énergie qui travaillent sur des thèmes qui ne sont pas entrecroisés. Donc, quelles sont les difficultés pour la collaboration? Il est important de reconnaître qu'il est difficile de travailler
sur ce lien entre l'utilisation des terres et l'alimentation, puisque nous travaillons tous de manière compartimentée. Et ça, cela vaut pour la société civile, mais aussi pour les législateurs, pour les bailleurs. Nous avons travaillé sur le biométhane, nous avons eu du mal à trouver des législateurs à influencer au Royaume-Uni. Nous sommes au Royaume-Uni et on pense donc que ces questions reviennent au ministère de l'Énergie qui pense en retour que cela revient au ministère chargé de l'Agriculture. Il y a également le même problème se pose avec les philanthropes. Est-ce que ces philanthropes se concentrent sur l'alimentation ou sur l'énergie? Il y a 4 groupes de la société civile tels que le nôtre qui essaient de travailler sur ce lien, mais la principale difficulté, c'est la complexité. Si vous êtes une organisation qui travaille dans les systèmes alimentaires et si vous souhaitez vraiment comprendre ce lien, vous devez découvrir toute une série de nouveaux thèmes avec les marchés énergétiques, la formation, la composition des engrais, les chaînes d'approvisionnement et ainsi de suite. Et donc, cela peut être assez intimidant de se lancer dans une telle aventure et inversement, c'est un peu l'inverse pour nos collègues du secteur de l'énergie. Mais ça peut fonctionner si l'on prend le temps de rencontrer nos homologues qui travaillent dans le domaine de l'énergie ou de l'alimentation. Nous avons ainsi le temps de bien comprendre les problématiques. Il n'y a pas de raccourci. Il s'agit de problématiques très complexes. Il y a toujours des compromis, des concessions à prendre en compte. Par exemple, le biométhane, c'est une excellente façon de produire des engrais. Mais qu'est-ce que cela implique? Donc, il n'y a pas de raccourci si l'on souhaite vraiment réunir les parties prenantes, comprendre les problématiques. Il faut aussi reconnaître qu'une seule organisation ne peut pas agir toute seule. De son côté, c'est un nouveau champ de connaissances techniques et politiques. Merci, Karina, dit Adria. Et en parlant de constituer des coalitions, Darin, et on parlait des fermiers canadiens. Quels sont les moyens efficaces d'impliquer les fermiers, de les encourager à se tourner vers des systèmes alimentaires plus durables? On a besoin de beaucoup d'aide, de beaucoup d'informations, de beaucoup de consultations. Nous avons contacté le gouvernement canadien, nous l'avons convaincu qu'il devait payer des subventions très tôt afin d'aider les gens à agir. Nous avons également, parallèlement à ça, formé des coalitions afin de créer des solutions politiques. Il y en a eu plusieurs exemples. D'autre part, il s'agit d'une base très complexe. Karina l'a dit, il y a beaucoup de complexité et nous travaillons avec des gouvernements, avec les agriculteurs et lorsque nous faisons, il est très utile d'avoir des groupes de travail formés d'experts, de scientifiques, de gens qui connaissent les problématiques afin vraiment de tout comprendre, de bien déterminer comment notre partenariat va fonctionner. Nous devons donc proposer ensuite des solutions fondées sur la science au gouvernement. Donc, il s'agit d'une initiative sans précédent sur le plan politique. Nous allons faire de nombreux efforts pour réunir de nombreux experts, essayer d'effacer la complexité autour de l'énergie, des émissions, des intrants, de l'alimentation, tous ces éléments qui s'entrecroisent. Saoul, quels sont les principaux défis politiques à la transition vers des systèmes alimentaires sans combustible fossile au Venezuela? Eh bien, il nous faut tout d'abord tirer profit de l'opportunité du fait que le pétrole au Venezuela n'est plus l'actif le plus important. Ce qui est le plus important maintenant, c'est la connaissance, le fait qu'on ne peut pas continuer à être un pays qui dépend de la rente pétrolière. Et donc, il nous faut renforcer différentes structures, renforcer les institutions. Et donc, l'association des
agriculteurs familiaux du Venezuela s'est jointe à d'autres organisations, à des universités pour promouvoir l'agriculture durable. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'on va diminuer la part des engrais de synthèse. Il s'agit d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour produire des aliments de manière durable. Et il nous faut compter sur les avantages que recèle notre pays, un pays riche, diversifié de par la diversité de langues, de cultures, de produits que nous pouvons produire. Et donc, il ne s'agit pas juste de promouvoir une agriculture de marché, mais de pouvoir répondre à nos besoins alimentaires. L'alimentation, c'est un droit fondamental, c'est un droit humain. Thank you, Saul. Merci, Saoul. Any of the audience has questions for our panels? Alors maintenant, je me tourne vers les personnes au sein du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses. Can fossil fuel-free farming Karina, feed the world? une agriculture sans combustible fossile peut-elle nourrir le monde? Peut-elle nourrir la population mondiale? Est-ce que c'est possible? Il y a souvent des critiques de cet ordre vis-à-vis de l'agriculture biologique. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais rester dans mon domaine d'expertise, mais ce que je comprends, c'est que oui, c'est possible à condition d'avoir tout d'abord réglé la question du gaspillage alimentaire, à condition d'avoir des formes d'alimentation adaptées. Est-ce que les systèmes alimentaires sans combustible fossile peuvent nourrir la planète avec nos alimentations actuelles? Non, ça n'est pas possible. Il faudrait vraiment réduire la consommation de viande, de produits laitiers, avoir des chaînes plus courtes, plus locales. Il faut qu'il y ait moins d'influence des multinationales sur les systèmes alimentaires pour relocaliser la production. Et effectivement, en tout cas, ça serait un objectif, selon moi. Merci beaucoup, Karina. Darin, je pense que Karina a soulevé les questions principales. Il s'agit d'une question d'offre et de demande. Si on continue d'accroître la demande de manière infinie, eh bien, si on décide de continuer de produire des biomatériaux, on va continuer à avoir une forme d'agriculture qui soit dépendante des combustibles fossiles. Il faut agir sur les deux aspects, offre et demande. Il faut faire de meilleurs choix au niveau de la demande et il ne faut pas continuer à se bercer d'illusions en pensant qu'on peut avoir un choix illimité, quel que soit le système alimentaire. Et d'un autre côté, du côté de l'offre, il faut réduire l'utilisation d'intrants basés sur les combustibles fossiles. Donc, il faut agir sur les deux côtés. Saoul, je vous pose la même question. Si vous pouvez nous répondre en nous donnant le point de vue pour ce qui est du Venezuela. Alors oui, je pense que c'est possible. C'est d'autant plus possible si on est dans un processus de transition. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, bien évidemment. Par exemple, si on prend l'exemple du Sri Lanka, c'est un exemple extrême. Nous ne pouvons pas passer du jour au lendemain à une agriculture 100% bio. Il y a des questions sociales, économiques, environnementales. Il faut rechercher une approche équitable. Et donc, il s'agit de réduire petit à petit la dépendance des systèmes alimentaires vis-à-vis des combustibles fossiles. Et bien sûr, pour ce faire, il faut
tirer profit des innovations, des technologies qui vont nous permettre de réduire cette dépendance. Et c'est déjà le cas à de nombreux égards, avec par exemple les systèmes d'irrigation et d'autres questions. Il y a des outils robotisés, des tracteurs qui permettent d'utiliser moins de combustibles fossiles. Donc moi, j'ai toujours été convaincue que les technologies vont nous permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Et au final, cela nous permettra d'être à la hauteur de nos engagements en tant que pays. Cela va nous permettre de répondre à nos engagements, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique et le fait de limiter la hausse globale de ce réchauffement climatique à 1,5 degré. Thank you so much to all of our panelists. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants et intervenantes. Et nous allons maintenant donner la parole à notre dernière intervenante, Asha Sharma, co-directrice de l'organisation Pesticide Action Network North America. Elle a plus de 10 ans d'expérience en tant qu'organisatrice et chercheuse dans le domaine de la justice environnementale et agricole. Elle utilise l'organisation collective basée sur la base, sur la recherche scientifique pour soutenir l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. Alors, Asha, vous avez coécrit un rapport publié au début de cette année sur le cercle vicieux entre changement climatique et utilisation des pesticides. Pouvez-vous nous en dire plus sur les principales conclusions de ces rapports et la manière dont l'élimination progressive des combustibles fossiles peut briser ce cercle vicieux? Oui, en fait, il y a pas mal de choses qui font écho au rapport dont on a parlé tout à l'heure. L'une des principales conclusions de notre rapport, c'est que l'utilisation des pesticides encourage le changement climatique de différentes manières et engendre un cercle vicieux. Et dans le même temps, le changement climatique euh, augmente notre utilisation de pesticides parce qu'il y a une moindre efficacité des pesticides, une accoutumance des cultures. Et donc, les agriculteurs vont, selon toute probabilité, devoir augmenter la consommation de pesticides. Et donc, on a ce cercle vicieux qui va dans les deux sens. Ces engrais, les pesticides favorisent le changement climatique et le changement climatique augmente l'utilisation de pesticides. Et donc, il y a tout intérêt à réduire l'utilisation de pesticides d'un point de vue de la protection de l'environnement, la production de la santé, la production des aliments plus sains. Voilà certaines des principales conclusions de notre rapport. Alors, ce rapport, il se concentre sur les pesticides, mais le rapport qu'on a présenté aujourd'hui s'intéresse par exemple à la question des engrais et c'est vrai que c'est très intéressant comme point parce qu'on voit effectivement la part jouée par les engrais dans la dépendance des systèmes alimentaires vis-à-vis des combustibles fossiles. Merci beaucoup, Asha. Et Asha, quel serait votre appel à l'action d'ici la COP28 et au-delà de la COP28? Eh bien, aujourd'hui, vous avez entendu parler des liens entre l'industrie des combustibles fossiles et les systèmes agro-industriels. On a vu les risques vis-à-vis de la santé publique, vis-à-vis de l'environnement, en termes de changement climatique. Et donc, face à tout cela, nous devons être créatifs en termes de solutions. Et je vois les travaux innovants menés par de nombreuses organisations, notamment l'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation. Il y a différents mouvements qui portent la volonté d'un changement de système. Il y a de très nombreuses solutions qui vont être promues à la COP 28, notamment la demande de passer à l'agroécologie, une approche holistique. Alors, beaucoup de personnes ont entendu parler de ce terme. L'agroécologie, c'est produire en utilisant des principes l'agroécologique, l'échange, la conservation des semences, les connaissances et compétences des communautés agricoles. L'agroécologie, elle a des bienfaits pour l'environnement, l'eau, l'air, les communautés. Elle favorise la biodiversité, les bienfaits sociaux, la souveraineté alimentaire. Il y a des mouvements politiques à toutes les échelles pour
réduire notre dépendance aux combustibles fossiles pour nous diriger vers l'agroécologie. Alors, le Pesticide Action Network North America organise une caravane à la COP 28. Cette caravane, elle porte une revendication de nombreuses populations à lutter contre la crise climatique, à lutter contre l'injustice climatique et à lutter contre les accaparements des terres, les accaparements de l'eau. Des centaines d'agriculteurs des pays du Sud ont participé à des actions directes dans le cadre de cette caravane des peuples et s'associent à nos revendications. Dans le chat, il y a le lien. Vous trouverez la pétition de la campagne. Cette pétition, elle sera présentée lors de la rencontre des peuples à la COP 28 et les organisations. En fait, l'industrie pétrolière, elle espère faire se développer encore l'utilisation des combustibles fossiles, notamment dans l'agriculture, en renforçant l'utilisation des engrais. Donc, on en a parlé aujourd'hui. Il s'agit en fait de demander en toute urgence que la transition soit votée pour l'agroécologie et que cette revendication soit portée dès la COP 28. Nous allons maintenant passer à la troisième et dernière question du sondage. Et la question est la suivante. Parmi les recommandations du rapport, quelles sont celles pour lesquelles vous souhaiteriez explorer les possibilités de collaboration? Les réponses possibles sont les suivantes. Éliminer progressivement les produits agrochimiques de synthèse et accélérer l'adoption de l'agroécologie et de l'agriculture régénératrice. 2, s'attaquer aux effets négatifs des biocarburants et du biogaz. Troisième réponse, l'énergie renouvelable pour le stockage frigorifique, le séchage, la transformation des aliments et le transport. Quatrième réponse, promotion mondiale des régimes alimentaires riches en végétaux et aliments peu transformés. Sixième réponse, suivi essentiellement des consolidations d'entreprises entre l'industrie alimentaire et les sociétés pétrochimiques, plastiques et agrochimiques. Autre ou aucune de ces réponses. On va s'accorder quelques instants, le temps que tout le monde puisse répondre à ce petit sondage. Et nous voyons s'afficher à l'écran les résultats. La plupart des personnes ont voté pour la réponse qui vise à éliminer progressivement les produits agrochimiques de synthèse et qui vise à accélérer l'adoption de l'agroécologie et de l'agriculture régénératrice. Merci beaucoup. Merci de votre participation et merci d'avoir répondu à ce sondage. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à Anna pour quelques mots de clôture. Merci beaucoup à nos invités, à nos intervenants. Merci également à Adria d'avoir modéré les échanges. Eh bien, nous avons parlé au début, à l'approche de la COP 28, nous allons continuer à attirer l'attention sur l'impératif d'éliminer progressivement les combustibles fossiles dans les discussions sur l'alimentation et l'agriculture, à plaider en faveur d'une approche holistique des défis dans les secteurs de l'alimentation et de l'énergie. Nous allons parler des différentes stratégies possibles, notamment donc les stratégies qui permettent d'engranger tout de suite des résultats positifs. Si vous allez à la COP 28, sachez que nous serons présents. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous allons également participer à des pavillons coparrainés avec plusieurs de nos membres. Nous avons également des leaders de l'alimentation et de l'agriculture de première ligne qui seront sur place, disponibles pour des interviews avec les médias. Et si vous souhaitez travailler avec nous, n'hésitez pas à prendre contact. Merci encore d'avoir participé à cette conversation passionnante. J'espère que cela vous aura été utile. Ça a été très utile pour nous et cela va nous permettre de réfléchir aux stratégies de l'Alliance mondiale sur l'avenir de l'alimentation pour l'année 2020.